Passons maintenant à d'autres éléments verticaux du bois, les fibres. Ces fibres, ici, font donc partie du réseau vertical du bois et elles peuvent être de plusieurs types. Vous avez les fibres qu'on appelle fibres libriformes ou fibres de soutien et les fibres septées, également les fibres trachéides. Les fibres libriformes ou fibres de soutien sont des fibres qui sont présentes chez l'ensemble des espèces. Les fibres septées ou fibres trachéides peuvent être absentes. Dans un premier temps, il est intéressant de se pencher sur les différents types de fibres. Toutes les essences de bois hétéroxylé présentent des fibres libriformes, c'est-à-dire des fibres de soutien. Ces fibres libriformes sont des cellules extrêmement étirées, allongées, qui sont avec un diamètre relativement étroit. Donc les fibres en général mesurent de 0,7 mm à 2 mm chez les feuillus et elles ont une largeur entre 20 et 40 microns environ. Donc elles sont caractérisées comme étroites, moyennes ou larges en fonction des différents diamètres qu'elles montrent. Donc ces fibres libriformes, ces fibres de soutien sont impliquées uniquement dans le soutien. Et donc il n'y a pas de conduction à l'intérieur de ces fibres. Les ponctuations entre les cellules sont donc soit inexistantes, soit ce sont de toutes petites ponctuations simples qui sont assez difficiles à voir en microscopie optique. Donc ce sont, si on veut retenir quelque chose, des cellules qui sont non ponctuées dans les plans longitudinaux. Ces fibres libriformes, on va pouvoir les caractériser, regarder notamment l'épaisseur de la paroi, et on peut essayer aussi de mesurer la longueur en faisant des macérations par exemple, c'est-à-dire en essayant de dissocier les différents éléments du bois. Ces fibres libriformes peuvent être septées, donc ça veut dire qu'elles vont être recloisonnées. Vous voyez, il y a une petite cloison à l'intérieur de la cellule. Ce caractère de fibre septée, c'est quelque chose qui est commun dans certaines espèces, mais c'est un caractère qu'on rencontre plutôt dans les feuillus tropicaux. Attention à ne pas confondre ces fibres septées à une série de cellules de parenchyme. Le dernier type de fibres, ce sont les fibres trachéides. Donc, ce sont des fibres qui sont impliquées dans la conduction de la sève brute, comme les éléments de vaisseau. Donc, ils vont compléter la fonction des vaisseaux. Ce sont donc quand même des éléments relativement allongés, mais moins allongés que les fibres libriformes, et qui ont un diamètre comparable, donc assez étroit comparativement aux vaisseaux, bien sûr. Ces fibres trachéides, on les reconnaît parce qu'elles présentent des ponctuations aréolées bien marquées. Donc il y a deux caractères liés à la présence de fibres trachéides, soit des trachéides qui sont dites juxtavasculaires, c'est le caractère 60, ça veut dire qu'elles sont à proximité des vaisseaux, soit des fibres trachéides qui sont mélangées aux autres fibres, donc parmi les fibres de soutien, c'est le caractère 62. Vous retrouvez sur cette image-là un élément étroit, donc c'est une fibre, et vous voyez clairement des ponctuations aréolées qui ressemblent tout à fait aux ponctuations aréolées qu'on a vues sur les fibres des essences de bois homoxylées. Donc ici, on est bien en présence d'une fibre trachéide à l'intérieur d'un feuillu. Donc le rôle de cette fibre trachéide, c'est de la conduction et bien sûr un peu de soutien. Les ponctuations qu'elle présente sont relativement petites, aux alentours des 10 microns. On va en trouver dans de nombreux feuillus, mais elles sont parfois un peu discrètes. On en voit notamment chez le chêne, chez le châtaignier,
chez l'aulne, on en voit également chez le poirier, comme vous le voyez ici. Ces trachéides, ces fibres trachéides se retrouvent plus souvent à proximité des vaisseaux. Ici, par exemple, vous avez 2 vaisseaux, et juste à côté, vous avez des éléments plus réduits en taille, donc avec un plus petit diamètre, et on devine derrière les épaississements spiralés des ponctuations aréolées. Donc ici, vous avez affaire à des fibres trachéides juxtavasculaires. Dans cette espèce, on voit également plein d'éléments ici qui sont ponctués avec des ponctuations aréolées. Ce sont des fibres trachéides juxtavasculaires. Chez cette espèce également, vous avez des vaisseaux ici, qui sont d'assez large diamètre. Et vous avez les trachéides vasculaires, qui sont, il y en a une ici et probablement une ici. En plan transversal, on peut repérer parfois ces fibres trachéides puisqu'elles ont des parois qui sont un peu plus fines que les fibres de soutien. Donc, tout autour des vaisseaux, ici, il s'agit probablement de fibres trachéides. C'est à vérifier, évidemment, dans les plans longitudinaux. Les cellules que vous observez ici, qui forment des petites chaînes, ce sont des cellules de parenchyme que nous décrirons tout à l'heure. Les fibres libriformes, je vous ai dit, ne possèdent pas ou possèdent des toutes petites ponctuations ce ne sont pas des ponctuations aréolées. Donc vous voyez, ça apparaît comme des petits points brillants quand on fait de la microscopie optique. C'est ce que vous voyez là ou là. Ce ne sont pas des ponctuations aréolées avec une aréole et un lumen bien distincts. Elles sont la plupart du temps invisibles au grossissement habituel. Pour les fibres libriformes, on va ensuite s'intéresser à l'épaisseur des parois avec les caractères 68 à 70. Et donc les parois peuvent être relativement fines, comme ici, un peu plus épaisses comme ici, ou carrément très très épaisses avec un lumen qui disparaît presque complètement ici. Comme tout à l'heure, 4 images avec une même échelle. Donc ici, des fibres à parois fines, à parois d'épaisseur moyenne, épaisseur assez importante et épaisseur très importante. Chez cette dernière espèce, les lumens ont quasiment disparu. Donc ça, c'est un bois qui est extrêmement lourd, très dense. Ici, au contraire, c'est un bois très léger, peu dense. Ils vont tous deux donc présenter des caractéristiques différentes. Ce bois ici va avoir de très bonnes propriétés mécaniques. Ce bois ici a de très bonnes propriétés en termes d'isolation. Quelques images maintenant des fibres septées. Donc on va retrouver par exemple dans la famille des Burséracées ici ou dans la famille des Méliacées. Il y a des familles où c'est beaucoup plus commun. Donc c'est un caractère que vous reverrez lors de la séance sur les bois tropicaux. Donc je vous ai dit attention à ne pas confondre ces fibres septées avec des fils de parenchyme. La différence c'est que ce n'est qu'une petite cloison, ce n'est pas une paroi, donc il n'y a pas de double paroi qui correspondrait à 2 cellules différentes. C'est vraiment une cloison à l'intérieur d'une cellule. Donc cette cloison est beaucoup plus fine que la paroi de la cellule. Certaines espèces présentent énormément de septes, d'autres espèces n'en présentent que quelques-uns. Vous avez d'autres exemples ici de septes. Alors, dans les bois actuels, on arrive assez facilement à les reconnaître. On a plus de mal dans les bois fossiles. Dans les bois fossiles, on a l'impression de voir des septes partout.
mais c'est souvent des dégradations des parois. Passons maintenant à un autre élément vertical, le parenchyme vertical. Ce parenchyme vertical, vous l'avez ici. Donc il fait partie des éléments occasionnels du bois, même si la plupart des espèces présentent à minima quelques cellules de parenchyme. Le parenchyme axial chez les feuillus va se présenter sous forme de fils, avec un nombre de cellules qui va varier en fonction des espèces. Donc un des caractères qu'on peut décrire pour le parenchyme, c'est le nombre de cellules dans une file de parenchyme. Ça peut être un nombre qui est égal à 2, entre 3 et 4, 5 à 8 et au-dessus de 8. Ce parenchyme est plus ou moins abondant et il est parfois absent. Les ponctuations qui sont sur les cellules de parenchyme sont des ponctuations simples ou semi-aréolées quand le parenchyme se trouve à proximité d'un vaisseau et communique avec ce vaisseau. Il n'y a pas d'ornementation particulière dans les cellules de parenchyme des feuillus. En tout cas, ils ne sont pas utilisés dans les descriptions. Ce parenchyme peut parfois contenir des cristaux que nous décrirons plus tard. Je vous le disais tout à l'heure, le parenchyme axial fait partie des éléments occasionnels du bois. En réalité, il est la plupart du temps présent au moins sous la forme de quelques cellules. Mais dans quelques cas rares, le parenchyme axial est absent ou très rare. C'est ce qu'on voit sur ces deux images. Alors en plan transversal, quand les fibres présentent une paroi épaissie, il est facile de localiser du parenchyme s'il y en a, puisque ce parenchyme a une paroi beaucoup plus étroite. Ici, les seules cellules qui présentent des parois plus fines, ce sont les cellules de parenchyme horizontales qui composent les rayons. Il n'y a pas de cellules de parenchyme axial, vertical. Ici, c'est beaucoup plus dur de trancher puisque les fibres présentent des parois fines. Donc on va difficilement, dans le plan transversal, faire la distinction entre les cellules de parenchyme et les cellules de fibres. Il va donc falloir passer en plan longitudinal. Quand il est présent, le parenchyme peut être apotrachéal, ce qui veut dire que ce parenchyme va être loin des vaisseaux, il ne va pas être collé au vaisseau. S'il est apotrachéal, ce parenchyme il peut être diffus, c'est-à-dire que vous allez avoir des petites cellules clairsemées un petit peu dans tout le bois. Il n'y a pas de répétition d'un motif particulier, donc les fils de cellules de parenchyme axial vont être dispersés un petit peu partout. Le parenchyme se détecte plus facilement dans les plans longitudinaux avec des cellules qui ont une forme rectangulaire et qui sont bien plus courtes. Les cellules sont bien plus courtes que les autres éléments du bois. Donc ici, le parenchyme, il est dit diffus parce qu'il est assez peu abondant au sein de la structure de ce bois. Le parenchyme apotrachéal peut être, donc loin des vaisseaux, peut être également en chaînette. C'est ce que vous observez chez ces deux espèces-là. Donc les chaînettes, ce sont des petites files de cellules de parenchyme dans le plan transversal qui vont aller en gros d'un rayon à un autre rayon. Donc ça va un petit peu plus ou moins strier la structure en plan transversal. En fonction des espèces, c'est plus ou moins net. Donc ici, c'est relativement net, car les fibres ont une paroi épaissie, donc les cellules de parenchyme ressortent très bien. C'est le cas dans beaucoup d'espèces tropicales. Chez les espèces tempérées, où les fibres ont tendance à avoir une épaisseur de paroi qui est assez faible, on va repérer plus difficilement le parenchyme. Néanmoins, sur ce tilleul,
On repère ces petites fils qui forment des chaînettes, hein, de ces fils de parenchyme axial, qui apparaissent un petit peu noires. En fait, elles sont un peu plus étroites que les fibres de soutien et on les visualise quand même assez bien. Donc ça, c'est du parenchyme en chaînette. En général, la chaînette va d'un bout à l'autre, d'un rayon à un autre rayon. Le parenchyme peut être également paratrachéal, c'est-à-dire associé au vaisseau. Il peut être occasionnel, donc c'est-à-dire présent sous forme de quelques cellules autour du vaisseau. Ou alors, il peut former des manchons qui sont parfois incomplets ou qui sont complets. Ça, c'est du parenchyme qu'on appelle paratrachéal vasicentrique. Parfois, ce manchon va s'étirer dans le sens tangentiel et former une espèce d'œil. Donc il y a un vaisseau au centre et on a des ailes qui se forment. C'est ce qu'on appelle du parenchyme vasicentrique, aliforme. Les ailes de ces différents massifs peuvent se toucher et on obtient ce qu'on appelle du parenchyme aliforme confluent. Il peut être tellement confluent qu'on n'observe plus que des bandes. Vous reverrez pas mal d'exemples de types de parenchyme dans les bois hétéroxylés tropicaux. Dans les bois hétéroxylés tempérés, sur lesquels vous allez travailler aujourd'hui, vous avez assez peu de parenchyme. Il est souvent occasionnel, comme ici. Il peut être en chaînette également, mais chez les feuillus tempérés, on a assez peu de parenchyme. Donc toutes ces modalités-là, vous ne les verrez pas. Vous les reverrez dans les espèces tropicales. Une illustration de parenchyme à la fois apotrachéal diffus, avec des petites cellules qui se parsemaient ici et là, mais également du parenchyme paratrachéal qui est rare. Ici. Quelques cellules également autour des vaisseaux, sans que ça forme un véritable manchon. Ici, des exemples de parenchyme axial vasicentrique, avec un manchon qui est peu épais chez cette espèce-là, mais si on fait le tour du vaisseau, on voit partout des cellules de parenchyme. Le manchon peut être très peu épais, hein. Ici, il y a une ou deux cellules de large, ici un petit peu plus, mais tout autour, il y a des cellules de parenchyme, tout autour du vaisseau. Ici, le manchon est bien plus important et clairement visible. Donc du parenchyme axial vasicentrique. Ici, les fameuses ailes du parenchyme axial vasicentrique, et donc on obtient un parenchyme axial aliforme. Ces ailes peuvent confluer, se toucher, et on a quelque chose qui est appelé axial confluent, ou aliforme confluent. On peut également rencontrer du parenchyme donc en bande, des bandes de moins de 3 cellules de large ou de plus de 3 cellules de large. Donc des bandes plus ou moins épaisses. Ici, on alterne entre des bandes de fibres et des bandes de parenchyme. Bandes de fibres au-dessus de bandes de parenchyme. Ici également, vous avez des bandes de fibres et des bandes de parenchyme. Donc tout ça sont des espèces de milieux tropicaux où, encore une fois, le parenchyme est extrêmement abondant. On peut également observer des bandes de parenchyme marginales qui sont en général plutôt étroites et qui vont marquer la fin de la saison de croissance. Donc c'est une sorte de limite de cerne, pas forcément annuelle, mais ça marque la fin d'un épisode de croissance. Donc vous en avez ici, et puis vous en avez ici sur cette section polie, où ici on observe également une bande de parenchyme. Donc ces bandes de parenchyme sont moins régulières que les bandes que nous avons vues précédemment.